Qu'est-ce qui va pas, Antoine? Bah, ça va pas trop en ce moment, ma mère, elle va pas trop bien, elle est fatiguée mentalement. Tu sais, j'ai un petit conseil pour elle, pour lui remonter le moral. Dis-moi. Tu peux lui dire de regarder Apéro Papote. Apéro papote. Bienvenue dans Apéro Papote. Aujourd'hui, notre émission se consacrera sur la santé mentale. Que vous soyez en burn-out ou à 3 cafés par heure, regardez Apéro Papote. Martin, Antoine, Sacha et Djenaba ont été à la rencontre des Bruxellois pour nous parler du burn-out. Entre 2016 et 2024, le pourcentage de travailleurs belges touchés par le burn-out ou à risque est passé de 7% à 15%. Face à cette progression, nous avons interrogé les Belges pour savoir s'ils connaissaient réellement le concept de burn-out. Très fatigué, on n'arrive à ne plus rien faire, on en a marre de tout. C'est quand quelqu'un a un travail par exemple et il va beaucoup travailler et qu'à un moment ça va peut-être plus lui plaire. Une surcharge mentale, surcharge de la vie de tous les jours où on veut prendre plein de choses et où il n'y a pas de lâcher prise. Pour moi, c'est un burn-out. Un trop plein de travail où il faut aller chercher un peu plus de la liberté et du plaisir. Quand les gens sont un peu trop poussés à bout, qu'on les pousse dans leurs limites et puis à un moment on veut continuer et on explose. C'est vraiment quand on en a marre et qu'après ça nous fait tomber en dépression, quoi. C'est un ras-le-bol. Je pense que ça peut impacter psychologiquement et physiquement le corps humain. Et le burn-out, il se manifeste par des maux de tête, une fatigue importante, de l'agacement. Enfin voilà, c'est ma mini définition du burn-out. Mais finalement, qu'est-ce que le burn-out et comment peut-on le définir ? Le burn-out est un syndrome d'épuisement professionnel. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment intimement lié au travail. C'est quand même lié à une surcharge de travail que la personne ne parvient pas à gérer. Certaines causes extérieures peuvent intervenir aussi. Des patrons qui sont un peu stressants, qui sont un peu harcelants. Certains signes peuvent nous alerter. Une fatigue terrible. Un manque d'efficacité au travail, et donc ça fait un petit peu boule de neige parce que plus le patient est fatigué, moins il est efficace au travail. Dernier petit conseil, soyez vigilants et surtout, prenez soin de vous. Bonnes études, pas de burn-out. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous Chantal Blampin. Comment Bonjour. allez-vous Chantal et surtout quel est votre apéro préféré pour un moment de détente? Moi je vais bien, très bien même. Pour un moment de détente, moi je suis très chips, donc j'adore les chips. Et puis pour en boisson, un bon verre de vin blanc sec, c'est vachement bien. Bah, ça tombe bien, nous avons des chips. Super. On n'a pas le vin blanc, mais on a les chips. Selon vous, pourquoi le burn-out est-il un sujet si central actuellement dans nos sociétés? Je pense qu'il a pris de l'ampleur pour moi suite après la crise du Covid. Donc moi je suis assistante sociale à l'ISFSC pour les étudiants. Mais suite au Covid, j'ai quand même vu pas mal, principalement d'étudiants qui, durant le Covid, avaient eu du mal à gérer leur vie générale. Donc ces étudiants, avant le Covid, vivaient déjà seuls, dépendaient du CPS ou autre, mais le fait de pouvoir venir à l'école leur donnait une petite soupape de décompression. Avec le Covid, rester seuls dans leur appart avec peu ou pas de liens sociaux, pour eux, c'était compliqué. Et d'autres étudiants sont venus se rajouter à ces étudiants seuls. Et les étudiants qui se sont rajoutés, c'est ceux qui se faisaient mettre à la porte par leurs parents, où la cohabitation avec leur famille était devenue tellement compliquée que du jour au lendemain, ils ont dû et trouver un logement et faire des démarches pour avoir des revenus, tout en gérant la vie scolaire et tout en gérant aussi la crise du Covid. Donc ça, c'est vraiment lié à mon boulot que j'ai pu observer ça. Et d'après vous, quelles seraient les premières choses à faire pour pouvoir le prévenir? Mais je pense très rapidement en parler. Donc depuis qu'il n'y a plus le Covid, il y a quand même malgré tout des étudiants qui n'arrivent plus à gérer toujours leur vie estudiantine avec les études, les travaux à remettre et aussi pour beaucoup d'entre eux, les démarches administratives qui sont quand même assez lourdes. Et je pense que déjà en parler pour pouvoir parfois prendre du recul, être aidé pour prioriser les diverses démarches à faire. Et moi, il m'arrive d'avoir des étudiants qui viennent me dire « Là, j'en peux plus, je sens qu'il y a trop entre mes travaux, les études, les démarches que mon CPS me demande et aussi le fait que je veux voir des potes. »
ça devient trop compliqué. Donc, bon, moi, je ne suis pas psy de formation, mais je les aide juste à leur dire, bon, qu'est-ce qui est le plus important? OK, il y a une demande au CPS à faire. Bah, écoute, dans une semaine ou dans 15 jours, tu viens me dire que tu t'en es occupé et on ne se met que ça comme objectif. Donc, moi, je les aide juste à avoir des petits objectifs pour justement qu'ils puissent prendre du recul. Et je pense aussi, ce qui est important, surtout pour les étudiants, c'est de pouvoir prendre du bon temps avec leurs copains. C'est vrai qu'il y a les études, pour ceux qui vivent seuls, il y a les démarches, les factures à payer et tout. Mais parfois, c'est dire, OK, je prends un quart d'heure pour aller boire un verre avec un pote. C'est un quart d'heure de perdu, mais je pense que c'est un quart d'heure de gagné sur... j'ai pu parler d'autres choses, j'ai pu me dire que j'allais très bien ou que j'allais un peu moins bien, mais voilà. En parler et pouvoir prendre un peu de distance, je pense que c'est important, avant de se sentir complètement croulé. Merci beaucoup. Donc, je pense que vous avez compris. Profitez, parlez et allez voir vos amis, ça vous fera du bien. En parlant de sortir, pour l'instant, c'est l'hiver. On voit bien que les journées se raccourcissent, qu'il n'y a plus trop de soleil. D'ailleurs, actuellement, il pleut. Mais saviez-vous que cette période faisait également partie des sujets qui avaient un impact sur la santé mentale? La baisse de luminosité, le froid. L'hiver, c'est pas forcément la meilleure saison, en tout cas pour moi. Comme chaque année, la saison d'hiver s'installe. Cette période est-elle source de motivation ou de déprime? Les avis divergent. La période de l'hiver, c'est pas une période qui me fait peur parce que c'est une période où généralement festive, où il y a le Nouvel An, il y a Noël et tout. Donc c'est même une période où tu retrouves la famille, où tu restes chez toi à regarder des séries au chaud avec du chocolat chaud. Donc en fait, c'est plutôt cool. C'est une période aussi un peu stressante parce que ça demande aussi un peu d'organisation. On se sent beaucoup moins motivé à faire un tas de choses, quoi. À l'approche de l'hiver, je me sens dans un besoin de reconnecter. Le travail se réduit, j'ai plus de temps pour moi. Durant cette période, certaines personnes mettent en place des activités pour tenir le coup. Comme ça, je pense directement au cinéma, où ça c'est vraiment une activité que j'adore et que j'essaie de faire, j'ai le temps de faire qu'en hiver. Voilà, et beaucoup m'occuper de mon intérieur. Voilà, j'aime bien faire des choses par moi-même et donc là je suis en train d'installer une lampe vintage chez moi. En hiver, j'ai plus envie d'avoir des trucs très cocooning où je reste chez moi, où je reste au chaud, où j'ai pas trop envie de sortir mais j'ai quand même envie de voir des gens, etc. Où je vais plus au cinéma, au théâtre. Les journées se raccourcissent, les températures baissent, l'hiver crée des hauts et des bas. La nuit, ce constat se ressent d'autant plus. Alors la baisse de motivation, c'est surtout le soir. Parce que le matin, je me réveille toujours plein d'énergie, j'ai envie de faire plein de choses. Et puis une fois que le soir arrive, qu'il fait noir, j'ai plus envie de rien faire. J'ai juste envie de rentrer à la maison, manger, me taper sous le plaid devant la TV. Et alors ressortir pour promener le chien, c'est pas très gai le soir. Quand il fait tout noir, je le promène dans le noir le matin, dans le noir le soir. Donc voilà, c'est pas très chouette. Que l'on associe l'hiver à une période chaleureuse ou déprimante, cela ne dure de toute manière que quelques mois avant l'arrivée des beaux jours. Moi, je suis très partisan de rester positif, donc forcément que ce soit hiver, été ou printemps, toujours garder le sourire. Et d'après toi, Marie-Thérèse, tu penses qu'il y a des solutions rapides à cette dépression hivernale? Mais bien sûr, chaque année, mon médecin me prescrit des médicaments. Et comme tu peux le voir, cela fait déjà effet. Qu'en penses-tu, Laura? Bonjour Antoine, bonjour Marie-Thérèse. En effet, de manière générale, les vitamines, même si nous ne nous en rendons pas compte, sont une nécessité surtout pendant l'hiver. Pendant cette saison froide, nous recevons moins de lumière du soleil, ce qui fait que nous n'avons pas tous les nutriments dont notre corps a besoin. Les vitamines affectent notre humeur, notre niveau d'énergie et même l'aspect de notre peau. Ainsi, lorsque l'hiver arrive, beaucoup ont vu une différence dans leur vie quotidienne. Pendant cette saison, nous commençons naturellement à manquer de vitamine C, D, de fer, de zinc et même plus encore. La santé mentale peut être profondément affectée par cela, allant même jusqu'à la dépression saisonnière. C'est pour cela que les spécialistes de la santé nous recommandent de prendre des vitamines. Merci beaucoup, Laura. En sortant d'ici, j'appelle mon médecin pour des vitamines, c'est sûr. Parlons également de la santé mentale des enseignants. Une question qui passe vite à la trappe. Chirine, Nisrine, Asiatou et Alexandra sont retournés sur les bancs de l'école pour nous en parler. En Belgique, le pourcentage d'enseignants présentant des problèmes psychiques a augmenté de 153% entre 2019 et 2023.
les difficultés auxquelles font face les enseignants représentent un problème majeur. On a de plus en plus en fait, de tâches administratives à faire et on est nombreux à s'en plaindre. Une quantité de documents à compléter, que ce soit aux périodes des bulletins, même durant toute l'année, énormément de charges administratives et c'est extrêmement épuisant. Mes collègues les plus anciens ont vu toute l'évolution et se rendent bien compte que le métier a totalement changé. Nos élèves sont plus difficiles à gérer et notre charge de travail a augmenté. Ce que vous décrivez comme processus qui a fragilisé la santé mentale des enseignants, c'est d'une part quelque chose de multifactoriel et c'est d'abord et avant tout la conséquence d'une forme de négligence des politiques publiques à l'égard de la posture de l'enseignant et de l'institution enseignement de manière globale. La perception sociale de l'enseignement ne facilite pas non plus la situation. On a toujours eu cette fâcheuse tendance à dire que les enseignants, ils glandent, ils ont plein de vacances, ils ont un horaire très allégé. Oui, certes, on a des vacances et on a un horaire allégé, mais on a besoin de temps aussi pour faire nos préparations, nos corrections. Mais de plus en plus, la parole est libérée parce qu'on se rend compte que la vraie charge de travail d'un enseignant va au-delà des 40 heures par semaine. Elle nous explique que les élèves sont impactés par le mal-être d'un enseignant, mais il existe des stratégies pour les enseignants en difficulté. Moi, je crois qu'un enseignant ne doit pas hésiter à demander de l'aide à ses pairs. La direction quand c'est nécessaire, les enseignants qui dispensent les mêmes disciplines ou les autres enseignants les plus expérimentés de l'école pour obtenir des conseils, l'équipe des éducateurs pour notamment gérer les problèmes qui pourraient émerger en termes de gestion de classe et de problèmes disciplinaires. Les enseignants doivent aussi gérer leurs relations au sein de l'équipe pédagogique, relations parfois compliquées. Ce qu'on fait généralement quand on sent qu'il y a des tensions entre collègues, c'est qu'on va d'abord et avant tout écouter chaque partie prenante. Et on va voir où se situe le problème. Et en fonction de l'ampleur de la situation, on va déterminer un plan d'action. Soit on est en capacité, en tant qu'équipe de direction, à crever l'abcès, soit on estime que c'est hors de notre portée. À ce moment-là, on fait appel à des partenaires extérieurs. On a notamment les équipes mobiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'on peut mandater. On a le service médiation aussi qui peut intervenir. L'enseignement, passion ou malédiction ? Le fait d'avoir comme ça, d'être en contact tous les jours avec les jeunes, c'est hyper stimulant et je ris tous les jours. Mes élèves sont drôles. Bien sûr, il y a le fait de leur apprendre des choses, de les voir évoluer, c'est hyper satisfaisant. Les acteurs du monde de l'enseignement sont heureux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont satisfaits des conditions de travail et qu'ils ont réponse à toutes leurs exigences, non. Mais je crois qu'ils sont heureux d'abord et avant tout parce qu'ils se sentent utiles pour notre société. Ah bah voilà, finalement, le métier d'enseignant n'est pas si simple que ça. Chantal, vous qui travaillez dans l'enseignement, avez-vous constaté auprès de vos collègues ce genre de problème ? Moi, je n'ai pas pu voir spécialement parce que je ne suis pas dans la partie enseignant. Moi, je suis vraiment en partie administrative. Donc oui, je parle avec mes collègues, mais je suis moins en contact vraiment avec la partie enseignement. Et par rapport à vos élèves et leurs relations avec les profs ? Moi, comme je suis un peu à part, la relation avec les étudiants, ça se passe bien parce que moi, c'est le service social. Par contre, oui, parfois, il m'est arrivé, rarement, mais 1 ou 2 fois sur l'année, des étudiants qui viennent me dire, parce qu'ils sentent leurs limites, en me disant, dites, Madame Blampin, il n'y aurait pas moyen de voir comment je peux faire. Parce que, allez, c'est un exemple bien particulier, un étudiant qui est venu me dire, je veux aller voir ma copie d'examen, mais me connaissant, je vais bouffer le prof. Donc il dit, je préfère vous en parler. Donc j'ai rien fait de particulier. Je lui ai juste dit, bon, je t'accompagne devant le prof. J'ai dit aux collègues, voilà, un étudiant veut voir sa copie, il risque de te manger le nez. T'es au courant, c'est pas qu'il veut bouffer le prof, c'est que voilà. Et ce qui était chouette de la part de l'étudiant, c'est qu'il sentait ses limites et qu'il se sentait nerveux. Donc voilà, ça s'est bien passé. Moi, j'ai juste fait le petit contact et puis voilà. Vous étiez la médiatrice. Voilà, on peut dire comme ça. Mais je me mêle pas, effectivement, je ne me mêle pas du tout dans mon boulot de tout ce qui est partie purement pédagogique. Très bien, merci. On parle très souvent de santé mentale, mais on oublie souvent que les conditions comme l'autisme en font partie. Joseph, Lucas, Marie et Antoine nous en parlent. En Belgique, plus d'1 million de personnes sont en contact direct ou indirect avec les 80 000 personnes présentes sur le spectre autistique. Professionnels, collègues, familles ou même amis, leur inclusion est un enjeu souvent négligé dans la société. Pourtant, pour les familles, cet enjeu est capital.
C'est un enfant qui ne s'intégrera jamais réellement dans la société puisqu'il lui manque beaucoup de choses que je ne sais pas expliquer au niveau cognitif. Je dirais que c'est le manque de communication ou de transparence, c'est-à-dire qu'on ne m'a jamais à aucun moment expliqué vers où on allait par rapport à la situation de Reza. Le but de l'institution, ou en tout cas de l'institution, l'école qui prend en charge la personne, enfin l'enfant qui a un handicap, c'est de tout mettre en œuvre pour l'amener à récupérer un maximum de ce qu'il n'a pas. Il réalise différentes tâches agricoles, il s'occupe d'animaux dans une ferme et donc pour moi c'est déjà une réussite dans l'intégration de la société. Certaines personnes autistes arrivent plus facilement à s'intégrer dans des établissements et même dans certaines écoles. Maïra, étudiante en communication à l'ISFSC, en fait partie. Pour moi, l'inclusion, ça repose surtout dans l'acceptation que les profils sont tous différents. Et je trouve que la société a fait d'énormes progrès à ce sujet, mais je pense que le combat n'est pas encore terminé parce qu'il y a certaines personnes dans la société qui ne se sentent pas à leur place sous le fait d'être nés différents. Parfois, je mets mon casque anti-bruit pour atténuer le son quand il y a trop de bruit dans la classe, par exemple trop de bavardage qui me déconnecte du cours. Et du coup, les profs, j'aurais expliqué que c'est une nécessité pour me concentrer. Chaque année, 850 cas d'autisme sont découverts. Heureusement, l'accompagnement et l'accueil de ces personnes évoluent chaque jour et comme le dit si bien Maïra, parfois ça fait peur, parfois on se questionne, mais le plus important c'est d'essayer, non ? Nous avons devant nous un bel exemple. Merci Maïra pour cette intervention. Tu as bien raison, le plus important c'est d'essayer. Chantal, à votre avis, comment mieux inclure et soutenir les personnes atteintes d'autisme ? Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses déjà faites, je dirais par ce que j'observe. Là aussi, je ne suis pas dans l'inclusif, mais parce que j'observe, je trouve qu'il y a de plus en plus de choses de fait, plus au niveau école supérieure et UNIF. Si je vois ce qui se passe plutôt dans les écoles primaires et secondaires, toujours de ce que j'observe, il y aura encore du boulot. Allez, j'ai des connaissances qui travaillent dans l'enseignement primaire ou secondaire. Effectivement, les personnes autistes ou ayant un handicap sont de plus en plus intégrées dans des classes dites normales, mais l'accompagnement y est très peu. Donc le prof se retrouve, je ne dis pas en supérieur, mais se retrouve souvent avec des classes de 20 ou 30 élèves de moins de 12 ans. Vous ajoutez dans ces classes-là des enfants qui ont des troubles différents et variés et des autismes, le prof ne peut pas faire face tout seul. Et c'est là que je trouve qu'il y a quand même encore pas mal de boulot qui doivent être faits pour accompagner ou pour mettre un deuxième prof par classe ou pour pouvoir accompagner ces enfants qui ont leur place dans l'enseignement général mais qui doivent pouvoir être mieux accompagnés ou du moins le prof doit pouvoir être épaulé parce qu'un enfant qui est moins présent ou pour lequel c'est plus compliqué à un certain moment de la journée, si le prof se retrouve seul face à gérer sa classe, c'est compliqué pour lui aussi, quoi. Et vous pensez qu'il y a des formations qui sont accessibles pour les professeurs ? Oui, mais je pense qu'il y a des choses qui sont faites, mais pas encore totalement. Et il y a encore parfois des classes qui sont surchargées où effectivement il n'y a pas de deuxième prof, donc pas d'appel si l'enfant a vraiment besoin d'une prise en charge plus particulière à ce moment-là, quoi. C'est vrai que c'est des situations qui sont difficiles à gérer pour l'enseignant comme pour l'étudiant. Voilà, tandis qu'en supérieur, il y a le service inclusif qui existe. Et puis, ceux qui sont en école supérieure sont déjà plus âgés. Donc, allez, quand je vois vous, si vous avez un copain qui a un handicap ou qui est un peu autiste, vous savez un peu plus le gérer qu'une classe de 40 élèves de 15 ans ou plus jeunes, quoi.
C'est vrai que nous, on est déjà adultes. Donc, Mais oui, donc vous pouvez comprendre, il y a de l'empathie qui se développe quand même, ce qui n'est pas le cas dans les plus jeunes classes. Quand même. Tout à fait. Merci beaucoup. Bon, ok, c'est l'hiver, tout le monde tire la tête, mais on s'approche grandement du blocus. Qu'en est-il pour toi, Marie-Thérèse? Tu stresses un peu? Bah, moi, quand même un petit peu. Hein. Avec, pour l'instant, je suis un peu surchargée dans la tête. Entre le projet vidéo, entre le projet photo, entre le projet de campagne, ça commence à faire quand même beaucoup dans la tête. Et en plus de ça, il faut se préparer pour nos 3 examens de janvier. Donc bon, un peu stressée, mais bon, je pense qu'on va pouvoir savoir gérer. Et toi? Ouais, je suis d'accord. Moi, les examens en eux-mêmes ne me stressent pas parce que c'est des examens de langue, donc c'est plutôt pour moi facile. Mais ouais, c'est vrai que les projets, c'est des très très gros projets. Et il y a énormément d'échéances qui arrivent, donc voilà. Et vous? Par rapport aux examens, vous avez... Ah, moi, je ne suis plus, et ça, je sais très très bien. Il y a très longtemps, j'y étais, ça me stressait. Non, un seul conseil que je dirais comme... mais ça, c'est comme personne qui a plus d'expérience. Je sais que vous êtes tous très forts sur les PC, tout ce qui est numérique, mais moi, je suis encore à l'ancienne et je pense que même lors des projets, pouvoir faire des fiches écrites avec les étapes et pouvoir barrer les étapes, ça permet de voir qu'on avance, de toujours quand on est plus dans le creux de la vague en disant « Merde, j'ai 3 projets, j'avance pas et tout », le fait de voir qu'on a barré les étapes, c'est dire « Ah non, ok, officiellement dans ma tête, je suis nulle part, mais quand je vois ce que j'ai barré, j'ai avancé, donc oui, les échéances approchent, mais j'avance quand même dans mes projets. » Merci beaucoup pour ces conseils. Noam, Éline, Marine et Flavie ont été du côté de Louvain-la-Neuve pour rencontrer les étudiants. L'approche des examens, une période redoutée et stressante, comment les étudiants louvanistes se sentent-ils? Alors c'est ton premier blocus, est-ce que tu te sens stressée, anxieuse à l'idée d'étudier comme ça autant? Pas trop, je pense, ça va, je suis préparée pour le blocus qui arrive. Honnêtement, je sais pas trop comment ça va se passer. Inch'Allah. Ça va être la première fois pour nous deux. Il faut voir un peu, je sais pas comment ça va se passer en fait. Alors la vérité, le blocus n'a même pas encore commencé, j'ai déjà la flemme. Moi j'appréhende un peu, mais je suis quand même allé curieux. Si certains ont l'air plus sereins, ce n'est pas le cas de tous. Exemple avec cette étudiante qui se confie sur cette situation plus que stressante. J'ai commencé à stresser hier soir. Je me rends compte qu'on a beaucoup de travaux de groupe et que on va avoir de plus en plus de choses à faire. Et voilà, on a plein de travaux de groupe, des petits tests qui arrivent et en même temps on doit se préparer pour le blocus, les synthèses. Moi je suis une personne, j'aime bien me poser des questions avant le blocus, donc je fais des listes de questions en fonction des notes que j'ai déjà prises. Donc je sais que tout ça arrive en même temps et ça me stresse énormément. Je comprends qu'il y en a qui sont un peu stressés par les événements et qui ont envie de tout faire la dernière minute, qui sont dans le déni, tout ça. Voilà, ça dépend de l'intérêt que tu as pour tes études, mais si tu es vraiment intéressé, le travail il viendra de lui-même. Un des facteurs de stress des étudiants à l'approche des examens, c'est leur choix d'orientation. Au CIO, les étudiants ont la possibilité d'être accompagnés dans leur questionnement. Le CIO, c'est un centre d'information et d'orientation, et donc je suis conseillère d'orientation. Je dirais le premier signe, c'est qu'il s'isole. C'est vraiment pour moi un signe important. Oui, chez certains en tout cas, du stress qui est souvent couplé avec un inconfort en fait, par rapport à leur choix d'études. Il y a des tas de dispositifs, il y a évidemment tout ce que les écoles supérieures mettent en place au sein de l'école. Alors évidemment, il y a des tas de services à l'extérieur, des coachs, des centres comme celui-ci, qui peuvent accueillir les étudiants sur un plus long terme. La formation relais ici en Brabant-Wallon, la formation rebond qui a lieu dans la région de Namur. Ne vous isolez pas, allez chercher les aides qui sont à votre disposition, soit au sein de l'école, soit à l'extérieur. Osez en parler et ne pas voir les difficultés comme des échecs potentiels et du coup se dévaloriser dans son image de soi. Malgré tout, les étudiants restent fidèles à eux-mêmes et gardent leur bonne humeur. Selon toi, quelles sont les pires excuses pour ne pas étudier pendant le blocus? Là, c'est les fêtes. Il faut faire la fête. C'est Noël. La sieste, des fois, ça appelle. Des petites siestes se transforment en gros dodo. Merci beaucoup. Inch'Allah. On en sait dorénavant plus sur ces jeunes qui ont tous une perception et un ressenti différents
à l'approche des examens. Et vous êtes plutôt Nalou ou Red Bull? Moi, personnellement, plutôt thé à la menthe. Ah, moi je suis plutôt café. Et moi, Coca Zéro. Coca Zéro? Franchement, pas mal les goûts. Je prendrai note. C'est quand même pas facile de gérer sa santé mentale entre les études, le travail et la fatigue. Franchement. Mais heureusement, nos journalistes Bilal, Pauline, Dorian et Manon ont été trouver des petits tips pour nous aider. Je sais pas vous, mais moi, ça va pas trop. On parle beaucoup de santé mentale, mais comment en prendre soin? J'ai demandé à une IA et voici ce qu'elle m'a dit. Faire de la méditation. La méditation est un outil efficace pour prendre soin de sa santé mentale, clairement, à 100% je dirais. Donc aujourd'hui on a beaucoup de pensées chaque jour. On peut dire même que 85% des pensées sont négatives et 90% des pensées sont répétitives du jour d'avant. Donc la méditation permet de repenser à tout ce qui amène de la négativité et dans un second temps de réussir à relâcher ses pensées pour enfin refléter et voir où on en est. 2. Passer du temps dans la nature. Bonjour, je suis Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai décidé de combiner mes 3 passions en un seul art, la danse, la forêt, la solitude. La forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. La danse, la forêt. Finalement, la nature, c'est peut-être pas pour moi. 3. Faire du sport. Le sport est une plus-value pour la santé mentale, dans la mesure où il nous permet de nous déconnecter. C'est un moment à soi, c'est un moment que l'on peut prendre pour soi, c'est un moment où on peut se confronter à soi-même ou alors se confronter aux autres. Et il est rare d'avoir cette possibilité-là. Sur le plan social, c'est un moment où on peut se réunir, rencontrer du monde. C'est un moment où on peut partager aussi nos réussites. Sur le plan sentimental, forcément, ça aide parce que ça vide la tête, parce que ça fait du bien de faire du sport, même si on souffre un peu. 4. Passer du temps avec ses amis. Si vous avez besoin de parler, vous pouvez contacter le 107 ou vous confier à un professionnel de la santé. Merci beaucoup pour ces conseils. Chantal, en auriez-vous d'autres à partager avec nous? Je pense qu'on a entendu le tour a été fait. Allez, vraiment, oui, toujours sortir, se forcer, même si on n'a pas envie d'aller faire du sport. Je suis la première à me dire, il faut que j'aille en faire. Et effectivement, qu'on est crevé au bout de journée, c'est la télé et le canapé, c'est vachement sympa. Et donc, oui, non, et positiver. Moi, je me dis, quand le moral ne va pas, il y a toujours quelque chose de sympa à faire ou à dire ou à voir. Donc, un petit moment sympa, même si on brasse des idées noires, un chouette livre à lire. Oui, moi, c'est... Voilà. Pas beaucoup de trucs, mais voir le côté positif, même si c'est compliqué, parfois. Merci. Donc, toujours essayer de trouver la petite lueur d'espoir dans la zone d'ombre. Merci beaucoup Chantal Blancpain pour votre présence et vos précieux conseils. Nous espérons vous revoir bientôt sur Apéro Papote. Et sur ces belles paroles, on vous laisse avec Madame Pichet et son nouvel art. Merci à tous, merci Beyoncé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Apéro Papote. Et on vous laisse sur un bêtisier avec la santé mentale de notre équipe. Alors, comment tu te sens? Franchement, ça va pas du tout. On est accueillis dans des conditions catastrophiques. Pas de chauffage. Alors, Pipa, comment ça va? Alors, Pipa, comment ça va? C'est la merde. Gros sur la patate, quoi. Au début, c'était...
On garde la banane, mais voilà quoi. Comment tu te sens? Mal. Beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. T'as passé une bonne journée? Non. Allez! Donc là, on passe un peu des coups de fil en urgence, tac tac, savoir qui est dispo. On vous tient au jus. Lucas, sois plus triste, s'il te plaît. Apéro, papote.